parle de cybersécurité, de cybermenaces, mais aussi de cyberespionnage, de cybersabotage, parce que ce sont des faits qui se produisent réellement et pas que dans les romans. Et je pourrais vous donner des exemples, comme par exemple le virus Stuxnet qui a mis les centrifugeuses de l'usine de Natanz d'enrichissement de l'uranium euh, avec de gros problèmes. Elles ont explosé pour la plupart, parce que, par exemple, Bercy, quand la France a pris la tête du G8 et du G20, Bercy a été espionné par les Chinois. En 2007, par l'exemple de l'Estonie, c'est un pays balte, c'est le pays d'Europe qui est le plus connecté à l'Internet. Ils ne vivent que par Internet. Les serveurs, les administrations, les banques, on y accède par Internet. Le vote se fait par Internet. Et un jour, plus d'Internet. 50 pays ont simultanément attaqué l'Estonie par DDoS, par attaque en déni de services distribués, ont mis en time-out, en saturation, tous leurs serveurs web. Alors pourquoi 50 pays? Eh bien, en fait, c'est parce qu'ils ont déplacé une statue à la gloire du soldat soviétique. Ça n'a pas plu à la majorité, enfin à la communauté russophone estonienne, et ils ont décidé d'attaquer. Mais pourquoi la France, pourquoi Monaco, pourquoi l'Espagne ont attaqué avec? Eh bien, parce que ça a été une attaque via des botnets, c'est-à-dire qu'on a rebondi sur votre PC qui était infecté sur un bot pour multiplier les requêtes vers les serveurs de l'Estonie. Et 1 million de PC infectés par des bots et faisant virtuellement partie d'un botnet, attaquant chacun 10 sollicitations à un serveur web, 1 million de PC, 10 millions de sollicitations, et le serveur web se sature et saute. Premier exemple. Deuxième exemple, plus récemment, ça date d'avril 2015, TV5 Monde, une chaîne de télévision qui diffuse la culture française en français dans plus de 200 pays, 250 millions de téléspectateurs. Et bien un jour, ce 8 avril 2015, plus de signal, écran noir partout dans le monde. En plus, leur serveur web a été défiguré et faisait de la propagande pour le cybercalifate, pour l'État islamique, et leur compte Twitter et leur compte Facebook donnaient en plus les identités des militaires qui se battent pour la France en Afrique. Donc ça a été une panique générale, ça a coûté des millions d'euros à TV5 Monde. Aujourd'hui encore, ils en subissent les conséquences. Là, ce n'est pas l'attaque sur un pays, c'est l'attaque sur la diffusion de la culture d'une nation. Pour les individus, en ce moment, il y a une épidémie de crypto-lockers. Ce sont des virus qui rentrent chez vous, qui chiffrent vos données sensibles et vous proposent d'acheter la clé pour déchiffrer pour, mettons, 200, 300 euros. Sinon, vous restez avec votre problème. L'autre gros problème, c'est le vol des identités numériques. On vole votre login, votre password, votre numéro de carte bleue, voire votre code PIN si vous l'avez écrit quelque part, et on s'en sert pour des attaques en phishing, pour vider votre compte sur celui du cyberprédateur via ce qu'on appelle des agents de transfert de fonds. Et les attaques se multiplient et il n'y a que l'imagination qui peut appréhender leur nombre. Une des plus dangereuses sont les attaques en APT, Advanced Persistent Threats, menaces persistantes avancées. Elle commence par des travaux d'engineering pour connaître exactement qui fait quoi, qui et qui, de quoi est composé votre système d'information. Une fois qu'on sait tout, on s'introduit chez vous par un virus attaché à un PDF, par exemple, et on vous espionne. Et entre le moment où vous êtes attaqué parce que vous avez cliqué sur le PDF et celui où vous vous en apercevez, il se passe parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous ne savez pas que vous êtes espionné et vos données les plus sensibles s'en vont vers le cyberprédateur. Le cyberguédon, ça ne peut que nous arriver. Il y a des technologies qui s'amènent, comme en particulier les objets communicants,
qui sont faits non pas secure by design, mais pas cher, rapidement mis sur le marché, et en plus, comme la sécurité, elle coûte, et puis elle prend des ressources, il est bien évident que les objets connectés ne l'ont pas intrinsèquement. Or, ce sont des vecteurs d'attaque extrêmement nombreux, et cela, il faut les sécuriser. Un jour viendra où les objets connectés, leur principale caractéristique pour être vendus, ça va être security by design. Aujourd'hui, c'est pas cher, consomme pas beaucoup et mis sur le marché très vite. Par quoi on commence? Il faut savoir que le maillon faible, c'est l'utilisateur. Donc, on commence par le sensibiliser. Il ne faut pas lésiner là-dessus, parce que le maillon faible sera celui qui sera le moins sensible au fait qu'il ne faut pas cliquer n'importe où, qui n'a pas encore compris qu'un petit clic peut entraîner pour lui et pour l'entreprise ou l'administration une grosse claque. Ensuite, il faut cartographier son information. Les attaques étant tout azimut et complètement différentes les unes des autres, on ne peut plus tout sécuriser. Donc, il faut découvrir dans l'entreprise les gisements d'informations sensibles sur leur disponibilité, leur confidentialité, leur intégrité, leur traçabilité pour chaque application. Une fois qu'on a cartographié cette information et que les utilisateurs sont motivés, on commence à pouvoir mettre des systèmes en place. Alors, c'est des systèmes élémentaires comme le chiffrement des données, l'authenticité forte, les sondes de détection et de protection d'intrusion, les antivirus, mais c'est aussi, ne pas oublier, ça c'était la sécurité d'avant, d'il y a 10 ans, maintenant c'est aussi les architectures de sécurité telles que les plans de continuité et de reprise d'activité, les spécifications pour protéger les données sensibles, ce qu'on appelle le DLP, le Data Leak Prevention. C'est aussi le SIEM, Security Information and Event Management, c'est-à-dire la récolte des fichiers logs collectés un peu partout dans l'entreprise pour les centraliser, les corréler et les afficher dans un SOC, un Security Operating Center, qui va pouvoir dire, grâce aux technologies de big data, de machine learning, où telle attaque est en train de se produire et quoi faire pour l'arrêter. Maintenant, regardons un petit coup d'œil pour terminer, si vous voulez, dans ma boule de cristal. Vous avez devant vous, vous avez en vous l'esprit même de ce que devrait être la sécurité. C'est vous, non pas vous qui cliquez pas, vous en tant que corps humain, physique, parce que vous êtes résilient. Vous avez un virus, vous apprenez ensuite à vous en prémunir avec un vaccin, un sérum, ou parce que votre corps sait générer les anticorps qu'il faut. C'est-à-dire que la sécurité, une fois qu'elle assurera la résilience automatique d'un système, qu'elle apprendra les attaques, qu'elle les prévoira, alors ça, c'est pas par une baguette magique, mais c'est par des technologies, celles du big data, celles du machine learning, eh bien, on pourra avoir des systèmes sécurisés par eux-mêmes parce qu'ils seront devenus résilients. Est-ce que la menace aura été diminuée jusqu'à un niveau zéro? Certainement pas, mais elle aurait été diminuée jusqu'à un niveau connu et voire assurable.